Bonjour à tous, bienvenue sur Suplex MMA. Aujourd'hui, on va passer en récapitulatif l'UFC 282. On va parler de tous les combats de la carte principale. Donc on va commencer bien sûr par le combat de Bryce Mitchell contre Ilia Topuria. Un combat qui a été assez court, et qui a montré quand même une très belle opposition. J'ai vraiment été surpris par la capacité de Topuria à s'adapter. Il a été vraiment très très complet. Il a été très bon debout en striking, en pied-point. Mais il a été aussi très bon au sol. Il a même réussi à soumettre Bryce Mitchell, ce qui est quand même quelque chose d'assez surprenant. Il a réussi à stopper 8 takedowns sur les 9 que Mitchell a envoyés. Topuria qui a même parvenu à le mettre knockdown, donc à l'envoyer au tapis. Donc combat vraiment très intéressant, avec un Topuria vraiment très 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 bon. Vraiment il a été très bon, même si Bryce Mitchell a réussi à toucher à quelques reprises assez bien. La domination était complète pour Ilia Topuria, qui a donc emporté ce combat par soumission au deuxième round, par une soumission en bras-tête. Voilà. Donc le combat d'après, c'était Darren Till contre Dricus du Plessis. Donc le combat était aussi intéressant. On a eu un très très bon premier round de la part de Duplessis, qui a réussi à imposer son style et qui a réussi à bien toucher Darren Till, qui a réussi à le presser contre la cage, à lui envoyer vraiment des bons coups. C'était des crochets, des sortes de crochets uppercuts, un peu des coups un peu bâtards comme ça. Il a réussi à en envoyer beaucoup contre Darren Till qui était pressé contre la cage en phase de clinch. Dans le round 2, on a vu un Darren Till qui était quand même beaucoup plus offensif, qui cherchait beaucoup plus à imposer son striking, puisque le round 1 c'était une totale domination pour Duplessis. Je crois qu'il y a eu, à un moment il y a une statistique qui est sortie lors du premier round, il y avait 60 coups à 0 pour Duplessis. Donc le premier round indéniable, c'était même peut-être un 18, moi je l'aurais scoré comme un 18 personnellement. Donc le deuxième round, Darren Till essaie d'avancer, essaie de mettre la pression, il envoie des beaux coups d'ailleurs, vraiment on voit qu'il a un Muay Thai très, très bon, il a vraiment une bonne technique en Muay Thai. Ce qui n'est pas une surprise, mais voilà, c'est toujours bon de le rappeler. Donc Darren Till avance, et à la dernière minute du deuxième round, il se fait réamener au sol par Duplessis, qui du coup peut réinstaller son jeu. Donc le round se finit, et au troisième round, Darren Till parvient aussi à toucher Duplessis, qui est vraiment fatigué, beaucoup plus fatigué. Il parvient à le toucher pas mal, mais à un moment il se fait amener au sol, et directement d'emblée, Duplessis qui arrive à prendre le dos et à l'étrangler en étranglement arrière, donc en rear naked choke, pour parler anglais. Donc un combat intéressant, Duplessis qui m'a vraiment surpris par son grappling vraiment très bon, très très bon grappling. Et voilà, bon, malheureusement pour Darren Till, c'est douloureux pour Darren Till. En plus je crois qu'il s'est fait les ligaments croisés, donc c'est pas beau non plus, pas beau de savoir ça. Voilà. On en vient au combat de Santiago Ponzinibbio contre Alex Morono. Ce combat devait se faire au début entre Santiago Ponzinibbio et Robbie Lawler, mais Robbie Lawler n'a pas pu prendre le combat. Donc il a été fait contre Morono en catchweight, ce qui veut dire que ce n'était pas ni en welter ni en middle, puisque les deux combattants ne faisaient pas le même poids. On a senti que Morono était quand même beaucoup plus lourd. Morono était plus lourd que Ponzinibbio, avec une très très grosse puissance qui touchait plutôt pas mal. Il y a eu un knockdown de part et d'autre, donc les deux ont très bien touché. Le premier round vraiment pour Morono. Le deuxième, je pense aussi. Dans le deuxième round, Morono arrive à faire tituber Santiago. Et dans le troisième round, Santiago Ponzinibbio parvient à trouver la finition en envoyant un magnifique direct du bras arrière droit dans la mâchoire de Morono. Et il réitère encore ce coup, il renvoie le même coup, et là Morono s'effondre, et l'arbitre décide d'arrêter le combat. C'est un combat que j'ai bien apprécié, je pense qu'au niveau stratégique et tactique, c'est un combat qu'on peut prendre en exemple pour les combattants qui ont peut-être un déficit de puissance ou qui sont moins lourds que leurs adversaires. Donc voilà, de la part de Ponzinibbio, ça a été une très très bonne gestion du facteur puissance, de la force de Morono. Santiago Ponzinibbio a vraiment très bien travaillé en extérieur, en travaillant en in and out aussi. C'était très intéressant, un combat très intéressant. En plus, Ponzinibbio est un combattant que j'apprécie, donc moi personnellement ça m'a fait plaisir de le voir gagner. Donc je ne sais pas quelle sera la suite pour Ponzinibbio. C'est vrai que depuis son retour, il a eu un long moment d'absence. D'ailleurs, il était sur une série d'une dizaine de victoires, il me semble. C'était vraiment une grosse série dans la catégorie des welterweights. Et depuis son retour, il fait quand même des beaux combats, même si il a perdu 2 combats, je crois. Il s'était illustré par son mental de guerrier contre Miguel Baeza, contre qui il avait réussi à gagner, malgré un premier round très difficile. Voilà, donc c'était un combat très agréable, très appréciable à regarder. Et donc je ne sais pas quelle sera la suite pour les deux combattants, mais on verra ça et bien sûr on vous tiendra au courant. Donc le co-main event de la soirée, le combat co-principal, on n'avait Paddy Pimblett contre Gerald Gordon. Combat très intéressant, un test. Vraiment c'était un gros test pour Paddy Pimblett. Dans le premier round on a un Gerald Gordon qui touche très bien avec le crochet gauche. Et donc là idem, ça va être... je pense que c'est un combat qui peut servir d'exemple pour les combattants qui comme moi sont souvent plus petits que leurs adversaires.
Voilà, je pense que pour ceux qui se reconnaîtront dans le même cas que moi, je pense qu'on peut prendre ce combat en exemple aussi, de voir un peu Jared Gordon qui arrive à mettre la pression et qui arrive à très bien toucher un adversaire qui est plus grand. Et donc comme j'avais dit aussi dans la vidéo sur la preview du combat, on a un Paddy Pimblett qui a le menton très haut des fois lorsqu'il frappe, surtout dans les combinaisons. Ce qui fait que Jared Gordon parvenait à trouver des bons crochets. On a vu dans une séquence au round 2 où Jared Gordon est pressé contre la cage et il envoie de magnifiques crochets. Voilà, donc moi personnellement, premier round je l'aurais donné à Jared Gordon. Le deuxième round, je l'aurais donné peut-être à Paddy. Et par contre, troisième round à Gordon. Donc moi, à titre personnel, je trouve que Jared Gordon aurait mérité de gagner. J'aurais donné Jared Gordon gagnant. Mais voilà, bon, c'était un combat très serré, combat très intéressant. Ça nous a montré que voilà, Paddy Pimblett a quand même des choses sur lesquelles travailler. Contre un bon boxeur, c'est quand même compliqué. Donc à voir après en montant dans la catégorie s'il parviendra à être aussi percutant, aussi impactant que des combattants contre Rafael Fiziev par exemple, qui ont un excellent striking, même contre des combattants par exemple Rafael Dos Anjos. Voilà, je pense que ce serait des combats très compliqués pour Paddy Pimblett, qui nous a montré quand même que voilà, malgré son mental de guerrier, son attitude de guerrier, et malgré son très bon striking, il a quand même quelques lacunes qui pourraient lui jouer des tours à l'avenir. Donc impatient de voir le prochain combat de Paddy Pimblett, impatient de voir contre qui il combattra. Mais encore une fois, il nous a fait un combat excellent à regarder. Donc voilà, c'est très appréciable de voir ce combattant avoir une telle opposition. Et on en vient au main event, donc le combat principal, très controversé, un combat en 5 rounds, qui de base aussi devait être un autre combat, qui devait être Teixeira contre Prochaska, le numéro 2, le deuxième combat. Et malheureusement, Prochaska a eu une grosse blessure à l'épaule, l'une des pires apparemment que Dana White ait vu dans tout l'UFC. Donc j'espère vraiment que Prochaska pourra revenir. Et donc en grande classe, le champion a décidé de laisser son titre. Mais ce n'est même pas l'UFC qui lui a proposé, c'est lui qui a directement dit qu'il abandonnait son titre pour permettre aux autres combattants d'avoir leur chance. Voilà, donc grande classe du samouraï Prochaska. Et donc le combat était entre Jan Blachowicz et Magomed Ankalaev. C'était un combat pareil, très intéressant. On a vu un Jan Blachowicz qui touchait très très bien avec les low kicks, les calf kicks, donc les coups au niveau du mollet. Il a vraiment vraiment très bien gêné Ankalaev. Ça a été, je ne sais même pas comment Ankalaev a pu finir le combat malgré les énormes low kicks qu'il prenait. C'est vraiment, donc là encore une fois, un gros mental de guerrier. Voilà, mais Ankalaev aussi qui touchait extrêmement bien. À partir du troisième round, il me semble, il commençait à faire ce qu'on appelle des blitz en anglais. Donc c'est-à-dire qu'il fonçait sur son adversaire pour essayer d'envoyer des coups, puisque de toute façon il ne pouvait pas rester à l'extérieur, il devait forcément mettre la pression, puisque s'il restait à distance, Blachowicz parvenait à lui envoyer des low kicks qui le faisaient tituber, qui brisaient complètement ses appuis. Donc c'était très compliqué pour Ankalaev de rester à distance. Il devait vraiment foncer sur Blachowicz et rester en clinch. Il a parvenu à l'amener 2 fois au sol, au round 3 et 4. Ça lui a joué, ça joue en sa faveur. C'est pour ça qu'il remporte à mon avis le round 4. Et dans le round 5, Blachowicz qui essaie de sprawl sur une fin de takedown de Magomed Ankalaev, qui donc tombe au sol. Et Ankalaev qui profite pour dominer pendant tout le round 5 en grand end pound. Et donc assez surpris par la décision, même très surpris par la décision en fin de compte. Moi personnellement j'aurais donné le round 1, 4 et 5 à Magomed Ankalaev. Même le dernier round, peut-être un 18. Donc je comprends pas du tout pour quelles raisons les juges ont donné une égalité. Je comprends vraiment pas du tout. Et en sachant que les autres rounds, le round 2 et 3 étaient plutôt des 19 en faveur de Blachowicz. Mais voilà, je comprends pas du tout le scoring des arbitres, des juges, pardon. Je comprends pas du tout le scoring des juges. Déçu pour ce combat, pour cette décision. Même Blachowicz, on l'a vu quand le combat s'est arrêté, il était assis contre la cage. Il avait l'air d'être très déçu de sa performance, de ce qu'il avait pu faire, alors qu'Ankalaev était extrêmement content. Donc même les combattants avaient compris que voilà, c'était peut-être Ankalaev qui était plus dominant, enfin c'est même sûr c'était Ankalaev qui était plus dominant. On n'a toujours pas de champion en poids lourd léger, et à mon grand regret, encore une fois on a eu une décision qui est plutôt douteuse. Donc je pense que l'UFC devrait faire quelque chose vis-à-vis des juges comme ça. Voilà, donc on verra bien quelle sera la suite pour la catégorie. Donc le prochain combat pour le titre poids lourd léger, ce sera un combat entre Teixeira et Jamal Hill. Voilà, donc c'est une toute autre opposition. On verra bien si ce combat-là, on aura une décision peut-être un peu plus correcte, et si on aura enfin un champion poids lourd léger. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci de m'avoir écouté. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire des différentes décisions, des différents combats. Dites-nous ce que vous avez pensé de la performance de Topuria. Et dites-nous ce que vous avez pensé du combat principal. Voilà. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.